Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons retrouver pour présenter la première édition de l'émission Analyse pour moi, Masla. Une émission qui déjà fait chemin, une émission qui permet de comprendre la réalité de ce qui a passé dans le pays. Une émission qui permet que les nous invités viennent parler de ça, comprendre et proposer des bagages pour que le pays soit capable de sortir dans la crise que il y a. Certainement, nous prenons pile de monde qui parlait là déjà, des gens qui sont experts en sécurité, des gens qui sont politologues, des gens qui ont même gagné des compétences diverses. Mais je dis, nous gagnons opportunité, chance pour nous recevoir des gens qui font carrière dans l'État. Des gens qui passent dans tête pays et qui tapent diriger une transition. Je vais parler de Jocelyn Privert, c'est ancien directeur général et de DGI, ancien secrétaire d'État Finances, ancien ministre intérieur, ancien parlementaire, ancien président Assemblée nationale et pour couronner le tout, ancien président provisoire. Bonjour, bonsoir, M. Privert. Bonjour, bonsoir. Particulièrement à Radio Métropole, son staff dirigeant, à vous-même Marvin, à tous compatriotes haïtiens à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qui ont gardé l'émission ça. Tout téléspectateur, toute téléspectatrice, tout auditeur, toute auditrice, Radio Télé Métropole. Avant que nous rentrions directement dans l'objet et invitation ça, je demandé permission pour me présenter solidarité, sympathie et condoléances à la grande famille des artistes, des écrivains haïtiens et la famille de Franck Etienne qui nous a dévancés. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer Franck dans un cours espagnol. Nous avons suivi ensemble. Et chaque fois que nous rencontrons, c'est compagnero que nous étions l'autre. Et je dis, moi aussi affecté, comme mes autres compatriotes, de cette perte pour le pays. Et on permet de adresser sympathie à des milliers de nos frères, de nos sœurs, des compatriotes haïtiens qui forcent sur la menace des groupes armés pour quitter Caillou, pour retrouver dans des abris provisoires, dans des conditions difficiles, sans espoir que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, ils vont espérer retourner à Caillou. C'est une situation préoccupante qui ne peut pas quitter aucun Haïtien digne de ce nom indifférent. Je pense que c'est une opportunité. J'aime faire la semaine dernière à travers une note. J'aime faire un tweet en l'honneur de Franck Etienne et je remercie Métropole qui offre un privilège ça en direct pour m'exprimer. Et à la famille Etienne et à mes compatriotes, même solidarité, même sympathie que je t'ai exprimé dans note de conjoncture que je t'ai publié la fin de la semaine dernière. Je vous remercie en pile. Merci à vous-même parce que je vais faire un petit rappel pour nous tous, c'est que la semaine dernière, édition analysante consacrée à Franck Etienne et nous te rendons hommage et c'est très bien pour que nous continuions à honorer le monde qui fait bon bagage dans le pays. Rapidement, on entre dans le dossier journée, dossier politique, où tu es président, certainement président provisoire, mais ça ne va pas retirer rien dans ça que poste dans lui-même lui représenter. Je dis, ou regarder période transitoire là, c'est qui première réflexion qu'on fait par rapport à la gestion de dirigeants actuels, par rapport à la crise multiple que le pays lui-même la connaît. Avant de parler de comportement des dirigeants actuels, je préféré poser une question. Qui ça mène nous là? Pourquoi, une fois encore, nous retrouvons dans la transition? Et si nous prenons notre histoire récente, et m'a retiré l'épisode coup d'État contre le président Maniga
coup d'état contre général Nanfi, arrivé magistrat Erta Pascal Touyo comme premier président, comme première femme présidente et qui gère en transition. Café économie peut-être revenir plus tard sous transition 2004, mais les deux transitions que nous retrouvons nous là-dedans aujourd'hui, que le 2015-16, que le 2021, les résultats de choix que dirigeants nous ont fait de ne pas respecter les prescrits de la Constitution. Est-ce que ça t'avait dit que l'idée qui gagne pour changer la Constitution, on a bien pour nous souligner après, est-ce que c'est juste un faux problème, puisque vous faites comprendre que ces lois pas respectées? Le système que la Constitution a instauré, il prévoit un renouvellement permanent du personnel politique. Des élections pour renouveler le tiers du Sénat, des élections pour renouveler la totalité des membres de la Chambre des députés, des élections présidentielles. Rappelez-vous, le président Martelly l'y installé le 14 mai 2011. Gontier Sénat qui élu en 2006, qui devrait compléter mandat en janvier 2012, il aurait dû organiser des élections à la fin de l'année 2011. Il n'a pas de fait. Donc, en 2012, le Sénat était amputé d'un tiers. Le cycle continue en 2014. En 2014, il aurait dû organiser des élections pour un autre tiers du Sénat, la totalité des membres de la Chambre des députés, les collectivités territoriales. Il n'a pas fait. En janvier 2015, qui était la situation, il ne restait que 10 sénateurs et un président. Ces élections qui étaient faites en 2012, en 2014, finalement, ils ont fait en 2015, ils n'ont pas réussi. Et le 7 février 2016, le président Michel Martelly est arrivé au terme de son mandat, mais il n'y avait pas un successeur élu pour le remplacer. Il y a eu une vacance à la présidence. Il fallait combler cette vacance. Pourquoi il y a eu cette vacance? Parce que les échéanciers électoraux n'ont pas été respectés. Donc, le président est parti sans avoir un successeur élu pour le remplacer. Et c'est cette transition que m'a assumé. En continuant ce cycle-là, le président Moïse a été installé de ses fonctions le 7 février 2017. Mais Gontier, sénateur, qui était parti en 2018. Donc, à la fin de l'année 2017, il faut l'élection était faite. Et, fort grâce de tous ces détails, nous pourrons retrouver nous en janvier 2020 avec un parlement totalement dysfonctionnel. 10 sénateurs en fonction et le président. Mauvaise chance, le pays va connaître le plus abominable des catastrophes, l'assassinat du président. Il n'y a plus de parlement pour élire un président provisoire, comme ça aurait dû être le cas, mais pire, depuis le 18 mars 2019, où le Premier ministre Jean-Henri Séan a été l'objet d'une motion de censure à la Chambre des députés, le président n'a jamais pu faire ratifier un Premier ministre. Ouais. Donc, le président a été assassiné 7 juillet 2021. Il n'y avait pas un gouvernement légitime pour assurer cette transition au terme de l'article 149. Il n'y avait pas une assemblée nationale pour élire un président. Donc, mes côtés le mener nous là aujourd'hui. C'est mon chaos. Mais qui te demande, est-ce que le problème n'est pas un problème de justice, une institution qui est capable au moins forcer les gens pour respecter les principes? C'est pas forcé. Moi, plus j'ai conviction que nos dirigeants sont à l'aise dans le vide là. Ce vide là permet d'attribuer tête des compétences que la Constitution ne leur reconnaît pas.
Et ça me fait plusieurs interventions sur le point ça. Il n'est prévu nulle part, attendez bien ça me va dire, il n'est prévu nulle part dans la Constitution ça que le président peut prendre des décrets. Le mot décret n'existe pas dans cette Constitution. Le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Or, qu'est-ce qui arrive? Une fois que le Parlement est dysfonctionnel, le président a un boulevard devant eux. Avec ce boulevard, il se donne des prérogatives législatives que la Constitution ne leur donne pas. Ce n'est pas innocent. Les faits historiques sont têtus. Jusqu'à 1987, les constitutions haïtiennes de l'ère Duvalier permettaient que le Parlement, quand il part en vacances, il transfère ses prérogatives au président de la République. Ce que la Constitution de 1987 a formellement interdit. Les trois pouvoirs sont indépendants. Aucun d'eux, sous aucun prétexte, ne peut ni en tout, ni en partie transférer ses attributions à un autre pouvoir. Donc, quand l'exécutif s'amuse à prendre des décrets, c'est une violation flagrante de la Constitution. Or, il s'arrange pour provoquer ce vide institutionnel, pour qu'il n'y ait pas de Parlement et s'octroyer de ses compétences. Qui te demande, comme ce n'est pas toujours même mon qui est président, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a un groupe monde qui a bien des gens comme interface pour toujours qu'il y ait même système pour créer une instabilité et permettre que y ait un contrôle du pays? Mais c'est l'évidence. C'est l'évidence. Et nous accommodons avec. Est-ce que nous ne pouvons jamais identifier les gens? Mais je vous ai donné des exemples. Et tous les gouvernements qui se sont succédés, tous ont eu à prendre des décrets. Bon, qui article dans la Constitution qui prévoit un décret d'exécutif. Excusez-moi, il n'y a qu'un seul qui n'a pas un décret. Il est le Jocelyn Brivert. Le Parlement était fonctionnel. C'est la seule transition où il y avait un président de la République et un Parlement fonctionnel. Toutes les autres transitions ont toutes eu lieu avec un gouvernement en l'absence du Parlement. Pourquoi qu'il y a une absence du Parlement? Parce que les échéanciers électoraux n'ont pas été respectés. Donc le non-respect des échéanciers électoraux participe d'une volonté de provoquer ce vide pour se donner des pleins pouvoirs. Qui te demande, puisque vous fait une sorte de historicité pour nous, qui côté une sortie pour nous là, est-ce que pas de rien qui t'a fait pour que nous ne pas arriver dans ça, je veux dire? Le respect des échéanciers électoraux. Non, mais est-ce que ça t'a capable d'empêcher, puisque vous dit, les élections, ces âmes, pour moi-même, je sorti dans la Artibonite, je suis naïf, je toujours dit que il y a des zones, depuis qu'il y a une élection, il faut que nous ayons la ZAM manchette pour que nous mobiliser les gens pour permettre que nous soyons capables d'écraser et centre de vote pour remplir une à bulletin pour eux. Donc, vous voulez parler là des élections crédibles. Comment réaliser des élections crédibles? Des élections crédibles impliquent quoi? Que la population participe. Qu'est-ce qui peut encourager la population à participer? C'est que quand elle a la conviction que son vote a servi à améliorer ses conditions d'existence, que les gens en qui elle a transféré ses prérogatives, pas oublier qu'on dit que la souveraineté populaire appartient au peuple. Et c'est le peuple qui délègue cette souveraineté aux trois pouvoirs et aux organes que la population donne mandat. Donc, vous avez reçu mandat de la population pour travailler à son bonheur et à son bien-être. Quand la population ne reçoit pas les services qui lui sont dus, quand ces mandataires ne se montrent pas à la hauteur de leurs responsabilités, il y a une forme de frustration, de déception
Et au fur et à mesure que l'année a passé, le peuple se désintéresse de plus en plus de la question électorale. Donc, les dernières élections, celles de 2016, il n'y a eu que 20% de participation. Avec 20%, ça ne crée pas vraiment une légitimité, non? Une légitimité. Mais par contre, alors que ces élections, moi, me dis, ils ont entaché d'un déficit de légitimité, mais leur crédibilité, pour qu'elle ne se dégénère pas en manifestation de rue, en violence, faudrait-il bien qu'elle soit neutre. Comment garantir cette neutralité? C'est quand ceux qui sont au pouvoir ne s'interfèrent pas dans le processus. Et là, au Papouem Simdou, le nombre de rencontres que j'ai eu à organiser avec délégués départementaux, vice-délégués, commissaires du gouvernement, commissaires de police, pour m'interdire tout interférent de ces autorités de l'exécutif dans la cuisine électorale. Les élections du 20 novembre ont été bien passées. Et les contestations qui ont suivi n'ont pas été suffisamment fortes pour influencer les résultats définitifs. Et M. Jovenel Moïse a été élu au premier tour et il est resté au pouvoir du 7 février 2017 jusqu'à juillet 2018 sans aucune contestation véritable. Même quand il n'y a pas eu une forte participation, mais on a reconnu que M. Moïse est le grand vainqueur. Son élection n'a pas été contestée et il n'y a pas eu vraiment de grandes manifestations dans les rues jusqu'aux journées, et ça on connaît qui les ont été provoquées. Donc on peut avoir des élections qui ne sont pas totalement crédibles, légitimes en termes de participation, mais on peut avoir des élections qui ne sont pas vraiment contestées puisque l'exécutif ne s'interfère pas. Un minimum de transparence. Transparence, le Conseil électoral assume totalement sa neutralité. Nous parlons pour entrer dans la question élection nette. Vous saute parler, pour ne pas entrer dans ça là, nous avons gagné l'élection. Mais est-ce que le problème gang nous gagne là, élection régulièrement, t'as qu'à empêcher que nous gagnions des foyers de gang partout et principalement dans la capitale là? Moi, je dis, les gangs, ils passent dans le ciel là, ils tombent. Ils ont commencé. D'ailleurs, mais nous dit qu'il a commencé. S'il s'agit de groupes armés dans le pays, ce n'est pas aujourd'hui que le pays a un groupe armé. Il y a eu des groupes armés contrôlés par le pouvoir politique. Vous songez le corps des VSN, vous songez les attachés, vous songez FRAP. Plein de ces organisations, de ces groupes armés qui s'identifient avec un pouvoir. Mais ce qu'on peut rappeler, les élections de 2016, où étaient les groupes armés? Côté groupe armé en 2016. Bon, pas parce que vous parlez là, non, je me rappelle au niveau de groupe, verrait il y a quelques petits mouvements. Certainement, ce n'est pas dans l'ampleur que nous connaissons, mais il y a des groupes. Il y a eu des attaques contre le commissariat des Cailles, des armes ont été saisies, des véhicules incendiés, des entreprises à Port-au-Prince ont été criblées de balles. J'étais même conseillé par des ministres pour ne pas aller à Kaye. Il y a un affrontement sur la route de la Kaye. Je t'ai même dit, n'a loué hélicoptère pour nous célébrer 18 mai à la Kaye. Et ma réponse était, si pour le président de la République, pour ne pas sortir de Port-au-Prince à la Kaye 35 minutes dans la machine, je n'ai pas besoin de président. Je prends la Kaye. La police doit faire ce qu'il a à faire pour assurer que tout le cortège
tous les diplomates, tous les fonctionnaires qui auraient dû se rendre à la carrière pour la célébration du 18 mai, tout allé, moins allé 18 mai. 7 octobre, nous avons déposé une fleur au Pont Rouge. Mais il y avait toujours des gens là. Donc, pour moi, et ça je le dis, c'est la première fois, l'arrogance des groupes armés est liée à leur collusion avec des autorités politiques. Mais est-ce que, bon, c'est vrai, il y a plusieurs rapports qui sortent des Nations Unies qui indexent des gens, mais est-ce que ce n'est pas des gens que vous connaissez réellement? Parce que ça qui passe dans le pays, il n'y a pas seulement affecté les gens qui sont dans une zone, on dit quartier qui sont sous contrôle gang, mais on a regardé aujourd'hui un capital là censé contrôlé pratiquement par les gangs. Et il y a autorité au bout de terrain, palais national, même, bon, c'est vrai, il n'y a pas de président. Même conseil qui t'a de jouer le rôle président, il n'est pas qu'à descendre. Primature en bas. Et on dit parlement, certainement, pas un parlementaire, mais j'ai l'impression que pas un monde qui a dans le bâtiment. Est-ce que, vous voulez dire nous aujourd'hui là, monde qui là c'est eux qui a toléré, par exemple, gang qui fait toujours arrogant? Non, moi je dis, je vais répondre très court. Un proverbe qui dit, chemin bouton, c'est chemin maligne. Quand ça a commencé, pourquoi on n'avait pas tué le mal dans l'œuf? Et les gangs, il y avait toujours des groupes armés. Et moi, j'ai toujours répété, même du temps où j'étais ministre, il y a un conflit entre gang Ravine et Tibois. Il y a un conflit entre Village de Dieu et Base-Pilate. Il y a un conflit armé entre les différents quartiers de Cité-Soleil, Boston, Abgoumen avec Bélécou, Abgoumen, Soleil 17, Soleil 19. C'est toujours que ça. Ça passe aujourd'hui. Quand avions-nous pris la décision de les fédérer? D'où est sortie cette idée de réunir sous un seul label des groupes armés? Est-ce qu'on avait mesuré l'ampleur d'une telle décision? Les conséquences d'une telle décision? Qui te demande ou non? Il y a des gens qui disent que l'international a toujours fait ingérence. Est-ce que nous sommes capables de dire ingérence là? Pour beaucoup dans sa nière et puis tout l'autre président, est-ce que vous te conjoint des monde qui après le cap dit monsieur le président mais ça pour faire c'est pas faire mais qui pressionne dans la rue? Haïti est un pays au même titre que les autres. Haïti fait partie de la communauté des nations. Haïti est membre des organisations internationales et régionales. Haïti doit pouvoir compter sur ses principaux partenaires internationaux. Est-ce que ça veut dire c'est aux partenaires d'imposer à Haïti ces décisions? C'est une question d'hommes et de femmes. Contrairement à ce qui se dit, je ne pas dit blanc pas besoin de combler. Les discussions que j'avais entamées avec acteurs politiques, je te dis, seule condition pour retourner dans le processus électoral, c'est pour me faire le jour sur ce qui s'était passé dans les premières étapes du processus électoral. Élection contestée. Où des membres du conseil électoral, près de 4, étaient démissionnés sous des accusations de corruption. Il y avait un problème à gérer. Le président Martelly, il formé une commission spéciale. Vous avez qui était là-dedans. Commission spéciale, ça le conclut. Il y a eu de très graves irrégularités assimilables à de la fraude. Et cette même commission dirigée
par le professeur Rony Desroches, avait même recommandé une évaluation approfondie de ce processus. Je suis arrivé, il me fallait conduire cette évaluation approfondie. Et la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale que M. n'avait pas plu à certains acteurs, aussi nationaux qu'étrangers. Nationaux des partis politiques, étrangers, qui avaient dans un premier temps félicité la bonne tenue du premier tour des présidentielles, qui avaient validé à travers les observations le processus électoral. Comment leur dire aujourd'hui que ces élections n'étaient pas crédibles? Nous allons observer une pause dans l'émission et le président Prévert, mais dis non, avant nous proposons, c'est qui ça qui t'a intérêt ou qui fait qu'on finit, non? Allez-y, allez-y. Ils avaient crédité la bonne tenue des élections. Ils les avaient félicités. Et aujourd'hui, la classe politique dit que ces élections sont attachées d'irrégularité. Il fallait faire le jour. Toute évaluation qui remettait en question la fiabilité de ces élections, c'est un démenti pour tous ceux qui avaient applaudi. Et ça, c'est peut-être une analyse. Mais l'autre part, dans leur propre appréciation, Jocelyn Briver, ancien ministre du président Aristide, conseiller au cabinet du président Préval, ne peut pas être quelqu'un de neutre. La bonne penchant la valasse. Ma motivation à travers la commission, c'est d'écarter le candidat pour faire entrer d'autres ou faciliter. Quand j'ai dit publiquement que le meilleur gagne, on ne m'a fait pas trop confiance. Et l'idée, si vous faites cette commission de vérification, vous êtes un État souverain, vous avez toute la liberté de le faire. Mais sous fait, ne comptez pas sur nos contributions. Et ma réponse, c'est une obligation que j'ai. Si je ne peux pas compter sur vos contributions, je dois m'arranger moi-même pour accomplir mes devoirs envers mon pays. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas anti-blanc. J'ai ça à assumer. Je dois l'assumer si c'est ce qui va être bon pour mon pays. Je ne vois pas comment j'aurais pu convaincre les acteurs politiques pour retourner dans le processus électoral là si je n'ai pas fait le jour sur ce qui s'était passé dans le Et vous gagnez confiance surtout. Et vous gagnez confiance. Et pose là, nous allons prendre quelques secondes. Ou pas dire non, qui ça a été gagné, a été reproché? Est-ce que tu as qui monde qui acteurs nationaux et internationaux? Ça qui t'est passé même. Qui intérêt a été gagné qui fait pas de pour te retourner, vérifier tout simplement? C'est pas que pas le retourner. Pas oublier que là, j'ai rencontré des dirigeants étrangers moins de 8 jours avant l'annulation du deuxième tour le 24 janvier. Et je leur avais dit clairement, un pays pauvre comme Haïti, qui dépense 100 millions de dollars pour des élections qui n'aboutissent pas, c'est du gaspillage. Or, ces élections, celles de 2015, ont coûté 100 millions de dollars. Et les partenaires étrangers apportaient plus de 60 à 70% de ces 100 millions de dollars. Comment leur dire que ce qu'ils ont financé, c'était un fiasco? Donc, ils n'allaient pas réinvestir. Donc, je ne sais pas quoi ça a fait ni ingérence. C'était plus une question de financement et non une question de pression politique pour que... Vous voulez refaire les élections, vous êtes libre de le faire comme pays souverain. Mais ne comptez pas sur le financement. D'accord. Comme je ne peux pas compter sur les vôtres, en tant que responsable, je dois moi-même m'arranger, trouver les moyens pour le faire. Exactement. Et quand je l'ai fait, ils étaient tous satisfaits, ils sont venus me féliciter.
Eh bien, président Privé, nous parlons pour nous continuer l'émission, mais avant ça, nous prenons pause. On observe l'émission Analyse qui passe sur Radio et Télémétropole chaque samedi matin. Au président, lundi matin, lundi soir, 7h, 8h, nous avons avec nous ancien président provisoire, Jocelyn Privé, avec une garde des situations. Et tout à l'heure, nous parlons pour nous parler référendum, élection, et puis proposition par le tout pour nous sortir de la crise là. Restez sur Radio Télévision, nous tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être toujours été branché Radio et Télémétropole ou à l'émission Analyse. Jeudi, nous avons une possibilité pour nous recevoir ancien président Jocelyn Privé dans la première partie, nous avons regardé questions transition et nous un paquet d'éléments pour nous dire là qui ça mené nous côté nous hier, c'est un non-respect de principes. Nous pas jamais organiser élection dans le pour nous organiser et puis institution pour venir pas des monde qui légitime qui diriger. Jeudi là, pays connaît une transition et autant président d'une période de transition, président provisoire, et nous sommes capables de dire depuis, après la mort du président Jovenel Moïse, nous sommes censés capables de parler d'une période de transition qui a continué aujourd'hui. Et dans la période que était président provisoire, où tu prend un ensemble d'initiatives, où tu vers les élections. Avant d'entrer dans l'élection, en qualité d'ancien parlementaire, ancien président de l'Assemblée nationale, est-ce que, je dis, méthode ou encore façon que moun qui l'a cap diriger ou dit ou pral changer constitution, est-ce que vous estimez que c'est plus bonne façon qu'il est capable de faire dans la période ça, dans le moment de crise que nous y a là? OK. Mission fondamentale d'une transition, c'est le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Et les trois premières transitions qui faites en dessous, point de vue démocratique, depuis les de cette constitution, la transition du tandem Boniface Alessandre à la tortue, il a duré 2 ans. La toute première, c'était celle d'État Pascal Trouillot. Il était prend pouvoir le 13 mars 1990. Il fait élection en décembre 1990. La troisième, c'est ça que j'ai eu le privilège de gérer. Mais le président 14 février 2016, n'était le cyclone Mathieu, élection t'a faite en octobre 2016, ce qui veut dire 9 mois. Donc, élection, fondamentalement, ce retour à l'ordre constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, lorsque, pour la première fois, M. Ariel Henry, fraîchement nommé Premier ministre le 5 juillet 2021, 3 jours avant l'assassinat du président Moïse, il demande à me rencontrer. Je recevoir là quand même le 19 juillet. Moi dit le Premier ministre. Ou gain 12 à 18 mois devant pour faire les élections, pour le retour à l'ordre démocratique. Deuxièmement, ou pas qu'à faire une crise cardiaque, ou pas qu'à faire un stroke, ou pas qu'à faire un accident, parce qu'il n'y a aucune alternative constitutionnelle pour gérer cette transition. Malheureusement, le Premier ministre Ariel Henry, pas de comprendre, message, élection dans 18 mois, 12 à 18 mois maximum, voilà où ça nous mène. Lorsque M. Jonathan Powell, M'kadou,
je m'estime être premier monde qui rencontré avec Jonathan Powell en novembre 2022 lors de son périple en Haïti. Il vient tout juste d'être nommé conseiller de la sécurité pour le Premier ministre anglais. Moi, je dis, M. Powell, peu importe rencontre ou pour faire avec les acteurs politiques, il faut à tout prix éviter de traverser la ligne constitutionnelle. À partir du moment où nous sortons de la Constitution, le pays est ouvert à toute forme de dérive, toute forme d'anarchie. Et c'est là que nous sommes. Je dis. Aujourd'hui, je dis, de 7 février 2021 à 7 février 2025, on va faire 4 ans. C'est presque un mandat présidentiel. C'est la transition la plus longue de notre histoire. Et nous pouvons voir qu'il n'a pas sorti là-dedans. Or, fondamentalement, une élection pas faite pour éterniser dans le temps. Elle faite pour assurer immédiatement le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça fait long comme ça? Non. Parce que, est-ce que le retour à la constitutionnalité c'est l'idée principale mobile de moun qui a dirigé? Est-ce que vous êtes conscient de la gravité de la situation? N'a pas parlé de groupes armés, n'a pas parlé de gangs, mais nous pas parlé de désastre économique. Combien sont-ils d'entreprises fermées? Combien sont-ils de compatriotes ruinés? Combien sont-ils de maisons incendiées? Combien sont-ils d'investisseurs haïtiens qui ont laissé le pays pour investir ailleurs? Même quand demain, nous allons retourner à l'ordre constitutionnel, quand est-ce qu'on va créer l'environnement politique favorable pour attirer de nouveaux investisseurs? La catastrophe n'est pas seulement politique, elle n'est pas seulement sécuritaire, elle est sociale, elle est humanitaire, elle est financière, elle est économique. Donc, meilleure façon pour nous retirer le pays dans l'impasse, c'est les élections. Si je bien comprendre, excusez M. le Président, pour le moment, sa question changer la Constitution, pas en priorité. Il y a... Je vais mettre un bémol là-dedans. Je suis contre, fondamentalement, à toute idée de changer la constitution du pays. Je compte. Mais par contre, ce serait une très grave erreur. Et ça, c'est pas Jodia Mabdil, depuis sous président Jovenel Moïse jusqu'à Jodia Mabdil. Alors que je suis contre l'idée de changer la Constitution, mais j'adhère à l'idée d'une révision légère qui nous permet de sortir de ce dysfonctionnement permanent. Les articles 63 à 95 qui établissent la durée des mandats des différentes catégories d'élus, je pense que si nous ne pas changer l'article, dans le cadre d'un compromis, dans le cadre d'un accord politique, nous avons fait élection, 2 ans plus tard, nous avons retourné dans la même crise post-électorale. Changer la Constitution, et là, nous focaliser sur le 7e préambule de la Constitution. Le 7e préambule de la Constitution de 1990 clairement, il faut la concertation et la participation de toute la population dans les grandes décisions engageant la vie nationale. Est-ce que changer la Constitution n'est pas une grande décision qui engage la vie nationale? Si tel est le cas, elle requiert la concertation et la participation de toute la population. Dans les conditions actuelles,
Est-ce qu'il est possible de faire cette concertation? Est-ce qu'il est possible de faire cette consultation? Est-ce qu'il est possible d'avoir la population à adhérer à ce projet? Attendez bien samedi, c'est pas le fait, le moment pour moi n'est pas propice, il y a trop de polarisation politique, sociale pour nous aborder une question de changer de régime politique, de changer de constitution. Par contre, si on veut sortir définitivement de la crise, il y a certains articles qui méritent d'être amendés, d'être révisés, d'être réformés. Et s'il s'agit de ça, j'adhère. Mais c'est de changer de constitution de régime politique. Pour moi, les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, on dit élection, c'est lui-même qui est primordial. L'État doit permettre que nous retournions à l'ordre constitutionnel. Est-ce que, je dis, élection capable de faire dans le pays? C'est vrai, dans le moment côté président, ce n'est pas le même gens, tu es toujours un groupe armé. Mais ce n'est pas le même gens côté a fait des offensives chaque jour, il y a tout le monde, les cailles pour un ensemble de zones. Est-ce que, ou même, je dis, là, à vision, un président provisoire, est-ce que si c'est là, on est capable de réaliser l'élection? Est-ce que nous jamais porter attention à toute démarche qui conduit vers les élections? Mais le président provisoire, le 14 février 2016, j'avais à former un nouveau gouvernement. J'avais à reformater le conseil électoral, m'intérêt pour me défendre une commission de vérification. Mais de février à mai, tout le travail, ça a été fait. Mais il n'y avait pas de déplacement. Ça se fait à l'interne, dans la cuisine. La campagne électorale va débuter 1 mois avant les élections. Si nous prévoyons l'élection en décembre 2025, campagne électorale va commencer en novembre 2025. Si nous prévoyons l'élection en novembre 2025, campagne va commencer en octobre 2025. Par exemple, je dis, s'il y a de la volonté, s'il y a vraiment un engagement, entre mars et novembre et décembre, conditions pour nous faire pas réunir. Il y a plein d'activités qui se font à la maison, qui n'impliquent pas des déplacements. Donc, on mettez-nous au travail pour nous réaliser tout ce qui peut se faire à l'intérieur en attendant que nous pas l'obliger prendre la rue pour nous faire campagne électorale. Qui t'a demandé par rapport à ça, on dit là, et presque ouais, c'est pas ça, monsieur, a fait. C'est comme s'il y a fait changement d'administration publique là. C'est renouvellement état d'urgence, ça qui est capable d'ouvrir une porte ou une fenêtre pour gabegie administrative. Donc, il y a des gens qui croient que gang yo, façon qui a opéré, est capable d'empêcher l'élection faite. Est-ce que vous David qui demande ça? Il y a des conditions politiques pour des élections. Il y a des conditions économiques, il y a des conditions sociales, il y a des conditions de sécurité. Maintenant, il faut aborder les 4 conditions indispensables. C'est que c'est une là d'ailleurs. On ne peut pas faire des élections dans un environnement insécure. Mais il faut d'abord réaliser les conditions politiques. Conditions politiques, c'est rassurer tout le monde. Conditions politiques, c'est dire à tout le monde que le gouvernement qui est en place n'est pas partisan. Que le conseil électoral jouit de toute son indépendance. Ce n'est pas neutralisement, c'est toute son indépendance. Il n'est pas inféodé au gouvernement. Les autorités, les nouvelles autorités qui sont nommées par le CPT, dans quel contexte? Et m'douli, les délégués départementaux, les commissaires du gouvernement, les commissaires de police, si on pense qu'on les nomme dans une perspective d'influence des élections, on va tout droit vers des élections contestées.
Et la meilleure façon d'assurer la crédibilité du processus électoral, c'est d'exiger à ce qu'aucune autorité de l'exécutif ne s'ingère pas, ne s'interfère pas dans le processus électoral. Mais comment c'est possible? Parce que nous gagnons plusieurs secteurs, on dit 9 environ, qui ont un paquet de partis, organisations là-dedans qui mettent CPTA. Et c'est même encore qui baille moun pour créer conseil électoral provisoire là. Est-ce que là, nous sommes capables de faire une décantation pour nous dire que nous ne pas jamais loyal envers les gens qui mettent là? Est-ce que nous voulons faire des élections contestées? Est-ce que nous voulons davantage payer en France de la crise? C'est un prix à payer. C'est le prix à payer. On m'a toujours dit, le Conseil présidentiel de transition n'a aucune légitimité constitutionnelle. Et tout le monde connaît, c'est ma position. Même toujours clairement dit, ce serait une très grave erreur pour échouer. Aucun Haïtien ne devrait souhaiter l'échec de cette formule. Son échec, c'est l'échec de la nation. Donc, après 4 ans, 5 ans de transition, il nous faut sortir de ce cycle d'instabilité. Tant que perdure l'instabilité politique, aucune chance de meilleures conditions de vie pour la population n'est visible à l'horizon. Sortir une élection, ce n'est que pas. Mais il faut recréer la confiance. Il faut recréer la stabilité. Il faut recréer l'environnement. Il faut reconstruire toutes nos infrastructures détruites pendant cet interrègne. Ce qui attend la nouvelle équipe est immense. Donc, et le plus tôt possible qu'on sort de cette transition, le plus tôt qu'on peut commencer à travailler pour la transformation du pays. Qui étape nous avons franchi pour nous quitter la période transitoire ça, et puis pour nous aller vers un retour vraiment à l'ordre constitutionnel? Les élections. Les élections. Mais c'est l'objet même de la transition. Elle n'est pas faite pour durer. Si nous voulons changer ça que là aujourd'hui pour nous mettre un l'autre, on ne fait que prolonger le temps. Donc Haïti, le dilemme, est-ce qu'on admet qu'Haïti est un pays démocratique? Un pays démocratique sans aucun élu. Dans le concert des nations, comment on nous voit? Un pays démocratique sans élu? Un pays démocratique qui pendant 15 ans, n'a organisé qu'une seule élection. De 2010 à 2025, ça fait 15 ans. On n'a eu organisé qu'une seule élection pendant 15 ans. En 2016, 16 août 2016, président de la République, j'ai assisté à l'investiture du président Danilo Medina en République dominicaine. 16 août 2020, président Jovenel Moïse a l'investiture président Abinader en République dominicaine. 2024, une nouvelle investiture. En 8 ans, il y a eu 3 investitures de président chez nos voisins. En 15 ans, nous n'avons que 2. Gagné dans l'autre pays, notamment les États-Unis, on a regardé des activités où plusieurs anciens présidents même côté, tout ça, en France tout. Est-ce qu'en Haïti, une fois que vous passez dans tête l'État, vous tout mettez toute expérience au gain sur côté et puis ou là comme un simple citoyen qui retourne dans la vie civile et puis qui pas rien pour ouais avec même encore ou bien tout est-ce que qu'on habitué consulter des gens ou même personnellement qui là est-ce que pendant la période ça là quitte c'était bon on t'a parlé de Ariel Henry mais est-ce que monde qui la jeune aujourd'hui yo pas essayé contacter pour dire OK mais qui formule que m'était utilisé pour une élection non période de temps qui très limitée et noter bail résultat? Non, pas donneur de leçons. Oui, mais monsieur le président, il faut nous apprendre tout de monde qui fait ça qui est bon. Non, mais parce que je ne vais pas le prendre comme ça. Et le président Moïse ne me portait pas dans son cœur. On compte ça déjà.
Un premier geste que je prends, c'était de supprimer mes avantages comme ancien président. Mais ça n'a pas empêché que le vienne la caille moi. Non parler. Ça n'a pas empêché que le relève dans le téléphone. Ça n'a pas empêché, lorsque j'étais l'objet d'une agression dans la radio Kiskeya, littéralement. Et avec respect, nous t'ai parlé. Un petit peu plus tard, août 2020, président Michel Martelly, premier ministre Bellerive, premier ministre Evans Paul, sénateur La Tortue, moi-même, nous tous les 5 là, nous réunis quand le premier ministre Sénèque Jean-Charles pour nous travailler sur une proposition pour aider le président Moïse à identifier des points que le TACA discuter avec l'opposition politique. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai d'excellentes relations avec le président Martelly, le PM Enex, le PM Bellerive, Lambert et Evans Paul. On se parle. Et Premier ministre Ariel Henry, je répète, on n'était pas des amis. Alors, chemin nous pas de croiser en politique. Mais une fois devenu Premier ministre, il est venu me voir une première fois. Et de temps à autre, quand il a besoin d'une consultation, il vient me voir. Et comme le chef du gouvernement, chaque 2 janvier, il me rend visite. Après, pour le jour des aïeux, il me fait visite. Et je sais qu'il le fait pour tous les anciens présidents. Donc, pour le conseil présidentiel, ils ont leur façon de voir. Mais je connais ma position sur la question. Ma position, c'est que on aurait pu trouver une meilleure formule pour gérer la transition. Mais même lorsque je me dis, cette formule n'était pas la bonne, mais je me toujours dit, personne ne devrait souhaiter l'échec de cette formule. Son échec, c'est l'échec du pays. Son échec, c'est le retard dans le retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde devrait l'encourager à aller le plus rapidement possible pour réussir vers l'objectif fondamental qui est celui du retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que si je dis, par rapport à tout temps qu'on gagne, carrière qu'on gagne dans l'État, jusqu'à ce qu'on vienne dans le plus haut niveau, si je dis là, c'est vous-même qui êtes dans cette transition, est-ce que vous êtes capable de mener le pays ou bien ouais lumière dans le bout de tunnel là? Pas capable dans la transition. Mais dans un scénario peut-être optimiste et utopique. Nous sommes démocrates. Pas de quelle façon de dans la tête transition. Il y a 2 façons d'être président en Haïti. Élection au suffrage universel direct, élection par l'Assemblée nationale. Pas aucune autre formule pour accéder à la présidence du pays. On dit par exemple des scénarios abracadabra, tu as relé ou et si c'est une sorte de plébiscite population, tu as dit que et la constitution. Non, mais en plus on a dit que la constitution est enveilleuse, pas une question de constitution là pour le moment. Qu'est-ce qui garantit mes droits et libertés? Qu'est-ce qui me protège? C'est ici même, à cette même table, quand M. Alduniel Dimanche avait voulu m'intimider à travers sa folie, il m'a dit publiquement, M. Alduniel Dimanche n'a pas juridiction sur les actes que j'aurais commis en tant que président de la République. Sous base que ça me passait la Constitution. Donc, par conséquent, si m'accepter sortir dans la Constitution, m'accepter n'importe qui barre qui arrive. Je suis un ardent
défenseur de la Constitution. Donc, par aucune façon, je suis président provisoire. Par aucune formule qui a fait président provisoire. Il y a deux façons pour président en Haïti. Élection au suffrage universel direct, ça y est annoncé là. Élection par l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Donc, par conséquent, par aucune magie qui a fait. Mais par contre, quel que soit compatriote qui t'a retrouvé dans tête l'État aujourd'hui, que comme président de facto, mon seul conseil pour lui, le plus rapidement possible, retourner pouvoir par le peuple là. Pour choisir moun livré qui pour diriger là tous les niveaux. Non pas trop loin dans cette émission et nous parlons d'élection, nous sommes demandé aussi au taré au notre dit pas aucune formule et au sont fervent défenseur de constitution. Est-ce que je suis un démocrate. Un démocrate, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que carrière jusqu'à me privé en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien serviteur de l'État, libout là, est-ce que nous sommes capables de dire dans les prochaines élections, nous avons nous comme un potentiel candidat, un éventuel candidat? Haïti me colle à la peau. C'est ce que Ndouyon, le premier ambassadeur noir des États-Unis à l'ONU, il était déclaré que l'Afrique me colle à la peau. Moi, je dis Haïti me colle à la peau. Tant que je vivrai, je continuerai à porter ma pierre à la construction de ce pays. Et bien quand on pose une question, ça. Ou avant-hier, ou bien hier, nous parlons, ou aujourd'hui, nous pas en Zoom. Ça veut dire que je vis dans le pays. Contrairement aux mauvaises langues qui ne sont pas dans le pays, je vis au pays, je travaille. Ce que dit tout à l'heure, c'est ça justement que je fais. Comment convaincre mes compatriotes que le bulletin de vote que vous avez dans main, avec yo ka enterrer tête yo, avec yo ka transformer pays. Nous sommes aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, à plus de 6,5 millions de compatriotes à détenir une carte d'identité nationale. Ils ont estimé 7,5 d'ici la fin de l'année. Donc, potentiellement, si tous les détenteurs de cette carte sont transformés en carte électorale, on a 7 millions d'électeurs. Et si dans l'élection pour le fait, c'est 1 million calé, et puis 500 000 votés pour le président. Le président a 500 000 personnes qui votent, mais il parle pour une décision pour 7,5 millions. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que nous devons encourager le peuple là? Le fait que les acteurs politiques ne pas montrer à la hauteur de leurs responsabilités, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont déçus, pour ne pas intéresser à la compétition électorale. Et c'est ça m'a dit à longueur de journée. La carte électorale peut changer le pays. Et rester à la maison et ne pas se présenter au bureau de vote n'est pas la bonne réponse pour des conditions pour créer l'espoir dans ce pays. Chaque jour, je rencontre des gens. Est-ce que ça veut dire me candidat à la présidence? Est-ce qu'il y a un empêchement? Est-ce qu'il y a un handicap? Je suis citoyen haïtien, jouissant de la plénitude de mes droits et libertés. Et je consacre ma vie à mon pays. Et toute opportunité constitutionnelle, toute opportunité qui m'offre de servir le pays, je ne vais pas refuser. Mais ce n'est pas ni dans le coup d'État, ni dans le complot. Nous, ça s'est arrivé dans votre émission. Je vais quitter ou dire un dernier bagage. Si tu as gagné une proposition qu'on fait
une parole de la population qui ose aboyer, qui vraiment par contre qui ça pour le faire, des gens nous par contre combien de fois ils déplacés. Et récemment là, gens qui étaient dans l'abri, ils sont obligés de quitter puis aller dans l'autre, chasser, vraiment situation catastrophique. Nous avons commencé l'entrevue avec un message de solidarité et de sympathie. Mais je dis, je crois que c'est sort de ces milliers de compatriotes qui t'a doué à longueur de journée à motiver les tenants du pouvoir. Le pouvoir est au service. Donc, quand les citoyens sont aux abois, il revient aux autorités de recréer l'espoir. Recréer l'espoir. Attention, on parle de groupes armés. Les groupes armés, il y a différentes façons d'en finir avec. Et ces milliers d'enfants qui hier étaient dans les rues, je dis à que nous pas ouais. Comment faire pour les réinsérer dans la société? Comment faire pour nous récupérer, pour nous former, pour nous reformater l'esprit, pour nous faire retourner demain de vrais citoyens travaillant pour le bien-être de ce pays. L'abandon dans lequel nous t'ai quitté cette masse de jeunes, et c'est ce qu'on paie aujourd'hui. Donc, le pouvoir est pour servir. Le pouvoir, c'est pour recréer l'espoir. Le pouvoir, c'est pour offrir de nouvelles opportunités. Le pouvoir, c'est pour transformer. Transformer pour le bien-être de nos compatriotes. Mon message, il nous faut travailler à changer ce pays, à le transformer, pour qu'il soit vivable pour tous et pour toutes. Ça prend des sacrifices. Ça prend un engagement politique. Ça prend l'implication de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une catégorie sociale. Ce n'est pas l'affaire d'une catégorie politique. Ce n'est pas l'affaire des jeunes. Ce n'est pas l'affaire des moins jeunes. Ce n'est pas l'affaire des vieux. Ce n'est pas l'affaire de la diaspora. C'est l'affaire de toute la communauté nationale comme un seul homme qui doit dire ce pays que nos ancêtres nous ont laissé en héritage ne mérite pas ce qu'on en a fait aujourd'hui. Et si on fait prise de conscience, ça, on a sorti là. Merci, Président Privé. Nous pas l'autre bagage nous ajouter encore que remercier ou même pour présence sous et remercier chaque monde qui t'a regardé et puis tendez sur Radio Télé Métropole. Pas oublier émission ça disponible sur chaîne Métropole là sur YouTube ou même qui pas gain chance garder en direct, eh bien, on va capable aller commenter et puis permettre que nous ayons une idée de qui sont voulés pour nous ouais dans la prochaine édition. Non pas c'est Marvin Spier pour présenter l'émission ça, on a croisé samedi prochain. Ou dire Vertulma, yon serviteur pour toute une communauté.